le fichier est fiable, mais pourquoi ne pas le donner aux acteurs politiques? Nous sommes allés aux élections sans avoir le fichier. Ce qui est problématique. Et le fichier, vous pouvez le constater. Non. Vous pouvez le regarder, oui. Le voir de visu quand même. Alors, il faut consulter, je voudrais dire. C'est prévu par la loi. Oui, c'est permis de consulter le fichier quand même. Il faut quelque chose de partagé avec les acteurs. C'est-à-dire quand à chaque fois on cherche un élément pour expliquer, voilà, on fait des choses, mais on ne va pas en profondeur. Par exemple, dans l'autosuffisance alimentaire en riz, il l'avait promis en 2017, maintenant on dit on y est presque, sans être précis. Quand on va dans les dates, c'est toujours pareil. Rien n'est fait au bout dans une logique qui permet de... Rien n'est fait dans des logiques qui permettent d'aller au fond. Maintenant, quand on nous parle du coût de la vie, on dit que le président a baissé les taxes. C'est comme vous le faisiez remarquer. Le travail qu'on attend du président depuis des années, c'est d'industrialiser le pays pour que ce que nous exportons, que nous puissions le produire ici dans le pays. Et nous ne sommes pas sur ce chemin. Regardons les personnes à qui on a confié le ministère de l'Industrie et de la moyenne entreprise et on se voit qu'on n'est pas dans cette logique. Le Sénégal aujourd'hui, si on est satisfait des dotations de la Banque mondiale, c'est ne rien comprendre. La Banque mondiale, aujourd'hui, si elle a envie de prêter de l'argent à un pays qui sait rembourser, mais ça intéresse la Banque mondiale. Les Sénégalais, ce n'est pas cela qui les intéresse. Parce que le service de la dette va s'alourdir. Ok, le Sénégal, c'est un bon élève, il va couper sur les enseignants, il va couper sur les fonctionnaires et il va bien rembourser ses dettes. Il faut aller au bout de chaque chose, mais ce n'est pas en allant de façon superficielle. Et c'est pour cela que les partenaires du Sénégal tirent toujours avantage sur les contrats. On l'a vu avec l'autoroute, le contrat qu'on avait signé avec 1000 francs, renégocié à 800 millions par an. Cela montre que... Mais ça, ce n'est pas le régime actuel. Il faudrait bien qu'on le précise, que ça n'a pas été négocié sous le régime de Macky Sall. Lui, au moins, il a fait des efforts pour renégocier ce contrat. Même si, voilà, les citoyens, les usagers ont fait du bruit. Effectivement. Mais au moins, il a eu le mérite de renégocier ce contrat-là. Effectivement, ce que je veux dire, là, actuellement, le régime, si on résume ses actions, c'est simplement faire un peu comme Abdoulaye Wade en moins bien, et simplement être dans le superficiel et la communication. Mais si on va à l'intérieur du pays, si on regarde le Sénégal des profondeurs, les Sénégalais... Alors, très rapidement, sur quoi le chef de l'État devrait s'adosser pour se réajuster pour les 2 ans qui lui restent? Très rapidement, avant qu'on deux choses essentielles. Oui. Sur les aspects politiques et sur les aspects immatériels, il faudra assainir l'espace politique. Il faudra faire en sorte que les acteurs qui sont exclus du jeu reviennent dans le jeu. Je pense à Khalifa Sall, je pense à Karim Wade et je pense à d'autres acteurs qui doivent faire partie du jeu. L'autre aspect, c'est de relancer le pays pour que le pays produise, pour que les jeunes fassent partie de l'avenir de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, on cherche des emplois précaires aux jeunes. On leur pousse à aller travailler dans la rue pour le nettoiement. C'est de bons métiers, mais la jeunesse a besoin de formation qualifiante. La jeunesse a besoin d'avoir les compétences pour tenir ce pays en main. Et cela, ce gouvernement ne l'y aide pas. Ceux qui ont des moyens vont se former ailleurs pour devenir bons et peut-être vont rester ailleurs. Mais, donc, le président de la République doit jouer sur ces 2 aspects. Relancer le pays, pousser la jeunesse pour que les jeunes soient dans des conditions pour produire de la richesse pour ce pays. Alors, nous en venons au scrutin. Ou bien vous voulez placer juste un mot avant qu'on aille au scrutin législatif avec la caution qui sera fixée demain? Je crois que sur ce plan, j'ai dit ce que j'avais vraiment à dire. Voilà. Donc l'opposition, c'est son rôle de s'opposer, de critiquer. Voilà, c'est bien clair. Alors, demain, je le disais à l'entame, le ministre de l'Intérieur rencontre les partis politiques pour fixer la caution pour le scrutin législatif. On sait déjà que pour les non-alignés, il propose 5 millions. Du côté de Benno Bokk Yakaar, quelle proposition vous allez faire? Vous savez, donc, demain,
Demain, Inch'Allah, se tiendra donc la réunion de consultation. Oui. Donc le ministre, comme le dit la loi, donc le code électoral, donc L115, donc dit que à la veille de chaque élection, il faut convoquer la classe politique. Tout à fait. Recueillir leurs avis sur la caution. Ensuite, tout le monde se prononce. En tout cas, moi, personnellement, j'ai eu l'occasion, l'avantage d'avoir participé à plusieurs séances de cette nature. Maintenant, après, c'est une séance d'aide de prise à la décision au ministre. Donc, il va se retirer donc, pour faire des propositions. Vous verrez là-bas des gens qui vous proposent 0 francs. 0 francs pour la caution. Ou bien pas du tout. 50 millions, 60 millions, 80 millions. Ce que je veux rappeler, c'est que pour les élections législatives de 2012, c'était 15 millions. 2007, c'était 15 millions. Les élections législatives de 2012, c'était 2007, c'était 30 millions. 15 millions en 2012, 30 millions en 2012, et 2017, c'était 15 millions. 20 millions, 17, 15 millions. 20 millions, nous tournons donc dans cette fourchette-là. Donc, sans présumer de ce qui va se passer demain, je crois que les gens vont faire des propositions raisonnables et que le ministre, tenant compte de beaucoup de paramètres, donc, va donc proposer, va fixer donc la caution. Donc, c'est une séance vraiment d'écoute, de consultation pour écouter, mais la décision, comme le dit la loi, parce que c'est le code électoral qui le dit, c'est au ministre donc de fixer la caution. Alors, est-ce qu'il n'est pas mieux de fixer cette caution définitivement et de la mettre de l'inclure dans le code électoral pour ne plus avoir tout le temps à se réunir et à proposer? Il y en a qui le disent, hein? Oui. Bon, il y en a qui proposent cela, mais vous savez, tout ce que nous faisons dans le cadre de la commission politique, avec l'opposition et les non-alignés, nous arrivons à des consensus. Dernièrement, nous sommes tombés d'accord sur l'élection au suffrage universel direct, donc du maire et du président du conseil départemental. C'est un consensus issu de la concertation. Donc, je crois que chemin faisant, nous pourrons arriver à mettre dans le code et fixer définitivement la caution. Est-ce que c'est bon et c'est pas bon? Il faut l'évaluer parce que les contextes évoluent. Donc, parce que la caution, en fait, sa vocation, c'est quoi? C'est un filtre. C'est un filtre. C'est un moyen vraiment de rationaliser la participation aux élections, le parrainage. Donc, c'est 2 leviers sur lesquels s'appuie donc le pouvoir, donc comme dans tous les pays du monde, donc pour rationaliser la participation des partis politiques et des entités indépendantes. Sans quoi, les élections législatives de 2017, il y avait 47 listes, c'était impossible de les organiser et c'était compliqué même pour l'électeur de choisir. En ce moment-là, la Sénat a organisé des consultations avec la classe politique pour autoriser l'électeur de prendre que 5 bulletins sur les 47, 5 bulletins de son choix et aller toujours, tout en préservant donc le secret du vote. Il pouvait prendre le seul bulletin qui l'intéressait, mais 5 bulletins et dans l'isoloir, il choisit donc son candidat. Un premier filtre qui n'est pas très coriace. Et alors vient le parrainage où vraiment beaucoup de prétendants sont mis de côté. Est-ce qu'il ne faut pas... Parrainage, oui. Le parrainage, je crois que tout le monde est d'accord sur le principe. Le pôle de l'opposition, le pôle de la majorité, le pôle des non-alignés. Tout le monde est d'accord. Sur quel principe? Sur le principe d'appliquer le parrainage citoyen. Et la manière de le faire. Donc maintenant, le problème... Oui. Donc c'est le traitement, le chef qui traite, le contrôle au niveau du Conseil constitutionnel, donc des signatures. C'est là où, en tout cas, l'opposition dit qu'il y a des problèmes. Mais nous sommes prêts à étudier, à examiner le système et voir comment l'améliorer pour faire disparaître toutes ces considérations-là. Donc nous sommes prêts, nous sommes dans de bonnes dispositions pour étudier l'existant et essayer toujours de l'améliorer. C'est comme ça qu'on a marché jusqu'à présent dans ce pays. Est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer ce parrainage et fixer une caution vraiment qui puisse servir de filtre? Moi, je pense, contrairement, il faudrait renforcer le parrainage et revoir à la baisse la caution. Parce que la démocratie de l'argent... Renforcer le parrainage en quel sens? Sécuriser le parrainage, permettre aux citoyens d'y avoir confiance. Déjà, on l'a dit, en 2019, la première expérimentation était malheureuse. Des gens qui déposent et n'ont pas accès à comment on va valider tout le travail qu'ils ont fait durant des mois. Maintenant, il faudrait que les populations, que les acteurs politiques aient confiance au système de parrainage parce que c'est un système juste. C'est un système qui récompense l'effort. C'est un système qui permet aux acteurs, surtout aux jeunes, qui viennent de démarrer la politique, qui n'ont pas les moyens de ces directeurs, de ces ministres, qui utilisent les moyens de l'État
pour faire de la politique. Mais un système qui a mis à l'écart des prétendants qui ont travaillé des mois et des mois pour collecter ces signatures, qui les ont vérifiées et qui, à l'arrivée, ont été mis carrément sur la touche. Je préfère qu'on clarifie ce système de parrainage, qu'on le renforce et qu'on permette aux citoyens de pouvoir participer aux élections, parce que l'importance de ce parrainage, c'est que des acteurs politiques qui ne sont pas dans des partis ou les citoyens peuvent participer sans avoir l'obligation d'adhérer aux partis politiques, juste en prouvant dans leur alentour ou au sein du pays et de leur communauté, des gens sont prêts à les supporter. Maintenant, si on élimine le parrainage et on met le tout sur le pouvoir de l'argent, on élimine qui? On élimine les défavorisés de ce pays. Donc ce pays sera géré simplement par ceux qui ont de l'argent. Cela peut arranger beaucoup de gens. Mais le parrainage également peut éliminer ceux qui ne sont pas dans des partis politiques. Effectivement, c'est ce que je dis. Il y a deux choses. Il faut filtrer. Ouais. Ça, c'est le principe. Maintenant, il y a deux éléments pour filtrer. Oui. Il y a le parrainage, il y a la caution. Les deux, il faut les maintenir. Mais ce que je dis, c'est qu'il faudrait clarifier davantage ce système de parrainage. Comment? Par rapport aux résultats. En 2019, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické, Issa Sall ne peuvent pas dire comment ils ont été choisis. Les autres qu'on a éliminés ne peuvent pas jusqu'à maintenant dire comment ce logiciel fonctionne. Ils ne peuvent pas le dire. Maintenant, vous l'avez reconnu tout à l'heure. Laissez-le terminer. Vous l'avez reconnu tout à l'heure. Maintenant, ce que je dis aujourd'hui, en 2012, c'était plutôt 20 millions et en 2017, c'est 15 millions. Donc, ils ont revu ça à la baisse. Entre-temps, ils ont ramené le parrainage. Donc, qui va filtrer davantage. Donc, soit laisser cette caution à 15 millions ou le ramener à la baisse et clarifier davantage le système de parrainage. Mais si on renforce la caution, par exemple, il y en a qui parlent de 30 à 25 millions et derrière